J'ai lu un livre qui s'appelle Mastering the Market Cycle, maîtriser les cycles de marché, où le gars explique globalement que les marchés financiers sont extrêmement répétitifs depuis des dizaines, voire des centaines d'années, et que si on arrive à les comprendre, et à comprendre les différents patterns, on peut globalement voir qu'il y a des répétitions et en tirer pas mal de profit. Et ça m'a pas mal attiré, et du coup je suis allé voir un petit peu. Et selon lui, les marchés financiers ont des fluctuations prévisibles qui dépendent de seulement deux choses. La première chose, c'est des cycles fondamentaux. On va le voir après, il y en a trois. Il y a le cycle de la dette, il y a le cycle des dépenses et il y a le cycle économique. Et pour lui, le deuxième élément qui fait que tous les marchés sont cycliques, ce sont les cycles psychologiques. Où ça fait un moment qu'on en parle, on le sait, la psychologie, l'émotion des gens joue vraiment quelque chose d'extrêmement, extrêmement important dans les marchés financiers. Pour lui, tout se base sur les cycles fondamentaux. Il y en a trois, on va les voir, dette, dépenses, économie, et cycle psychologique. On commence avec le cycle économique. La base de la réflexion, c'est que l'économie, c'est une forme de cycle qui fait des ondulations, comme ça. Ça, on va imaginer que c'est une période de 10 à 50 ans, et on a toujours des ondulations, des périodes de hausse, des périodes de redescente, et que c'est toujours globalement la même chose. L'idée, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle un cycle économique, avec des périodes d'expansion, expansion de l'économie, croissance, et des périodes de récession, avec un bottom qui est touché, et on repart sur une croissance, une explosion de ce qu'on peut appeler la bulle, ou en tout cas une inversion de la tendance, une récession, un bottom, une croissance, etc. Ça, c'est la première idée, c'est de dire que l'économie est en expansion et en contraction permanente, donc qu'on a des fluctuations qui sont cycliques. Et ça, c'est un cycle à long terme, c'est-à-dire que ça se base sur 10, 50, Ray Dalio qui a fait un livre qui est très cool, je crois qu'il part sur des cycles économiques qui durent plus de 70 ans. Mais à l'intérieur de ces cycles, il y a aussi des éléments qui les perturbent. La question qu'on peut se poser, c'est concrètement, qu'est-ce qui fait qu'un cycle économique va fluctuer ou pas sur du très long terme? L'idée de ce livre, c'est que les fluctuations économiques, ça là, tac, 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 c'est dû à quoi? C'est dû à une chose qui est la productivité. La productivité, c'est quoi concrètement? C'est bien travailler, beaucoup travailler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui sont bien concentrés. Non, concrètement, la productivité, c'est mesuré par un élément qui est le PIB, que vous connaissez très sûrement. Le PIB, il représente globalement la productivité d'un pays. Et l'idée derrière ça, c'est de dire que le PIB, et donc la productivité, elle est mesurée par un élément qui est le nombre d'heures qui sont travaillées. D'accord? C'est-à-dire que oui, on peut très bien travailler, sauf qu'au final, la productivité par exemple de mon entreprise, s'il y a que moi qui travaille dedans ou si on est 10 qui travaillent dedans, ça va être le nombre d'heures cumulées des 10 personnes, donc de l'entièreté des gens de l'entreprise. Dans un pays, c'est l'entièreté des gens du pays qui travaillent. Ok, donc le PIB, il représente la productivité, il se base surtout sur le nombre d'heures travaillées. Et du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait varier le nombre d'heures de travail? On peut le faire varier avec les méthodes modernes, en ajustant le nombre d'heures que chaque personne va faire, en ajustant les conditions de travail, etc. Mais concrètement, comment est-ce que à grande échelle, on fait varier vraiment, de manière significative, sur un pays, sur des millions de personnes, le nombre d'heures de productivité? On le fait varier en ayant plus ou moins de personnes qui travaillent. Pourquoi? Parce que oui, on peut changer de 35 heures à 40 heures, à 30 heures, mais au final, s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 1 million, 10 millions de personnes qui travaillent, ça va pas être représentatif. Donc ça va se baser sur le nombre de personnes qui travaillent. Et le nombre de personnes qui travaillent se base sur quoi? Il se base sur une data qui est, au final, la natalité. Pourquoi? Parce que si la natalité augmente, ça veut dire que dans une vingtaine d'années, la quantité de personnes qui sera à l'intérieur de la population capable d'être sur le marché du travail, et donc d'augmenter le nombre d'heures travaillées, et donc d'augmenter le PIB parce qu'on augmente la productivité, sera supérieur. Et si on le diminue, forcément, ça va diminuer. Si on regarde après la guerre de 1945, quand on a eu les baby boomers, l'économie, elle a fait que de monter. Pourquoi? Parce qu'on a eu un pic de natalité avec beaucoup plus de personnes, et au final, si on regarde, on voit que là, on a une baisse de la natalité, et que si on superpose les chartes de la natalité et du PIB, donc de la productivité,
bah, on voit qu'elles sont globalement similaires. Et c'est hyper intéressant d'ailleurs. C'est ça qui est très cool en fait avec la macroéconomie, c'est que des fois il y a une sorte de grand puzzle qui s'assemble si on arrive un petit peu à voir les mécanismes, et c'est ça qui est très, très gratifiant. Ce qui fait d'ailleurs aussi un peu flipper parce qu'on voit que la natalité est à des niveaux très très faibles. Elle est en ce moment compensée par l'immigration, mais bon, quand on voit dans certains pays la natalité qui fait que diminuer, ça veut dire qu'au bout d'un moment, je crois que j'avais vu une stat. Est-ce que vous savez la quantité de personnes en 2030 qui sera à l'intérieur de la population capable d'être en âge de travailler, donc qui sera globalement dans une fourchette entre 20 et 60 ans? Je crois qu'en 2030, c'est 58%. On n'aura que 58% de la population qui sera capable de travailler. Donc forcément, la natalité a diminué, ou en tout cas l'espérance de vie est plus longue et la natalité diminue, donc le nombre de personnes aptes à travailler diminue, donc le nombre d'heures de productivité diminue, donc le PIB diminue, donc la productivité diminue. Donc on est dans la merde. On est dans la merde. Et c'est la base du cycle économique, du coup, qui dure comme ça en fluctuation permanente. Ok. L'idée, c'est qu'on a ce grand cycle économique qui fluctue en fonction des PIB, mais pas que. On a vu que la productivité était proportionnelle à la natalité, donc sur une grande période de plusieurs dizaines d'années, c'est extrêmement important, mais on a aussi des grosses fluctuations à court terme. Des fluctuations à court terme sur ces zones-là, sur par exemple tout cet ensemble-là, à cause de quoi? À cause de l'inconstance des habitudes des dépenses, des chèques de relance, de toutes les méthodes qu'on peut mettre en place. Donc, à l'intérieur de ce grand cycle où il y a des oscillations, on va avoir des pseudo-oscillations un petit peu partout, qui sont dues à tout ça. Donc on a une oscillation dans une oscillation, c'est le mot que je trouvais pas tout à l'heure. Ok, on reprend notre grand cycle, et il y a un cycle qui est très important à l'intérieur de cette grande route économique, c'est ce qu'on appelle le cycle des bénéfices. Le cycle des bénéfices, c'est quoi? C'est qu'on part du principe que, ok, on a des fluctuations, cool. Sauf que, en fonction de ces fluctuations, on va avoir des entreprises qui sont plus ou moins atteintes. Par exemple, quand on est dans cette zone-là, dans une période de croissance, ça veut dire que l'économie est en expansion, ça veut dire que globalement, les gens peuvent dépenser plus. Qu'est-ce qui peut être en hausse comme industrie, selon vous? Réfléchissez. Par exemple, l'industrie du tourisme. Parce que les gens vont un peu plus prendre l'avion, un peu plus dépenser, un peu plus partir en vacances. Par contre, l'industrie du tourisme, elle va se faire démonter dans ces périodes-là, parce qu'elles sont un peu au top de la pyramide des dépenses que vont couper les gens quand on arrive en récession. Donc on a ces entreprises qui subissent ce fameux cycle des bénéfices à cause du grand cycle économique. En fait, ça fait une sorte d'effet de levier du PIB, c'est-à-dire qu'on a la productivité globale en fonction de la natalité, et on va avoir des variations de 2, 3, 4, 5% de PIB, mais par contre, quand on a une variation de 2% du PIB, globalement, le tourisme, par exemple, qui est une industrie qui subit ce cycle des bénéfices, il va avoir un effet de levier où lui, il va avoir des fluctuations de 10, 20, 30, 40%. Deuxième élément, ça va être, dans ce cycle des bénéfices, les entreprises qui sont endettées. Les entreprises endettées, elles vont être beaucoup, beaucoup plus sensibles au cycle économique. Pourquoi? Parce qu'imaginez une entreprise qui a 50 000 de capital, d'accord, qui a emprunté à la banque et qui doit rembourser 5 000 balles par an. Ok, imaginez qu'en 2024, par exemple, l'entreprise, elle a gagné 15 000 euros. C'est une micro-entreprise, ok, c'est un mec qui fait des vidéos. Et en 2025, l'économie était un peu moins bonne et elle a fait que 7 500. Et rappelez-vous qu'à ça, il faut enlever 5 000. Donc 15 000, si on enlève 5 000, ça fait au final en bénéfice 10 000. Et par contre, 7 500, si on enlève 5 000, ça fait en bénéfice 2 500. Et ce qui est intéressant, c'est que regardez, quand l'entreprise elle passe de 15 000 de revenus à 7 500 de revenus, elle perd 50% des revenus, ok, entre 15 000 et 7 500. Par contre, à cause de son crédit, à cause de ce qu'elle doit rembourser, elle passe de 10 000 de chiffres générés sans le crédit à 2 500. Et donc elle perd pas 50%, elle perd 75%. Et donc forcément, on a des entreprises, surtout les entreprises qui sont endettées, qui se font laver en fonction des parties du cycle. Pourquoi? Parce que c'est une conséquence de ce gros cycle, du cycle des bénéfices, où les entreprises, quand on leur enlève leurs prêts, elles ont beaucoup, beaucoup moins d'argent qui sont générés. Donc globalement, dans ce grand cycle économique, on a un
plus petit cycle des bénéfices, qui va impacter les industries, donc l'industrie par exemple le tourisme, qui va être en grande explosion dans cette zone-là, et qui va se faire démonter dans cette zone-là. L'industrie des cryptos, c'est exactement la même chose. On va avoir tous les revenus qui vont se faire genre là, et par contre là, et là, on va se faire démonter. Et on a les entreprises qui sont endettées, qui ont une sorte d'effet de levier négatif quand on est dans une période du cycle économique qui est plus mauvaise. Deuxième cycle, c'est le cycle du crédit. L'économie, elle est en expansion et elle est en compression. Ok. Sauf que quand l'économie est en expansion, dans ces zones-là, on a une sorte de prospérité qui se met en place. On a plus d'argent, on a plus de liquidité. La banque centrale a peut-être imprimé un peu d'argent. Les gens ont plus d'argent. Et donc, quand les gens ont plus d'argent, ils font quoi ? Ils prêtent plus facilement leur argent. Parce qu'en plus, on est en expansion. Donc si je prête là, globalement, je sais que mon prêt va pouvoir être facilement remboursé parce qu'il va me le rembourser là, et on va être encore en expansion. Et donc les gens ont tendance à prêter facilement. Parce qu'ils croient, à tort, que prêter, c'est safe. Donc on prête. Et on reprête. Et on fait des gains en prêtant. Et on reprête, on se dit que c'est bon. On est là. Tout va bien, on a de l'euphorie. Et on commence à faire des prêts de merde à des startups, à des boîtes qui au final ne font absolument aucun argent. J'avais discuté avec la quantité de boîtes avec qui j'ai discuté qui me disent ouais, on a levé 15 millions en 2018 et on a sorti toujours aucun produit, on fait 0 bénéfice. Et je vous jure, c'est vrai, c'est terrifiant, bref. Et donc on prête, on fait des prêts de merde, ça se passe mal, et on se rend compte que le cycle s'inverse, il y a un peu moins d'argent, bon peut-être que ça va revenir, et dans ces zones-là, finalement, les prêts de merde qu'on a fait, c'est les entreprises à qui on a prêté ou les personnes à qui on a prêté, on n'a pas fait des prêts sous les bonnes conditions, et donc on se rend compte que ça va être compliqué pour qu'elles payent. Et donc dans ces zones-là, on se rend compte que finalement prêter, c'est plus rentable. J'ai fait des prêts pourris, on a eu une inversion et on arrive en récession, je vais plus prêter. Et donc on va avoir un assèchement dans cette zone où on va avoir de moins en moins de prêts parce qu'on a une sorte de stress post-traumatique où les investisseurs sont beaucoup plus réticents à prêter parce qu'ils vont avoir des critères qui vont être beaucoup plus hauts et en plus de l'expérience passée que prêter finalement c'est pas si rentable que ça. Donc les prêteurs deviennent hésitants et on a moins de capitaux qui circulent et à l'intérieur de ce grand cycle, on a le cycle du crédit où là, il y a une sorte d'effet boule de neige énorme où il y a beaucoup plus de liquidités qui affluent. Par contre, dans cette zone-là, la liquidité s'assèche puisque les gens ne veulent plus prêter. Donc ici, les gens ont plus d'argent à disposition et en plus font plus de prêts. Et ici, les gens ont moins d'argent à disposition et en plus font moins de prêts. Et donc vous voyez pourquoi on peut avoir cette oscillation qui se met en place. Parce qu'en fait, tout est animé par la tête des gens et par la psychologie. Je fais chier tout le monde avec la psychologie depuis un long moment, mais globalement, c'est le troisième cycle. Il y a un mec qui a fait des études dans les années 90, je crois, ou 70, je sais plus, et qui, en fait, s'est rendu compte que la finance et l'économie, globalement, si on veut aller un peu plus loin, était en grande partie drivée par l'émotion, par les comportements des investisseurs. Il y a plein de biais émotionnels, je crois que j'en avais parlé un petit peu de la finance comportementale. Si par exemple on se rend compte que notre voisin ou notre collègue de travail va investir sur telle action ou telle action, on va se dire qu'il faut investir aussi dessus, donc on va faire une projection. Ensuite on va avoir des biais psychologiques d'ancrage. Quand on voit des secteurs ou des actifs qui sont à certains prix et qu'on se dit ok on pourrait peut-être rentrer dedans parce qu'on l'a vu plus haut ou plus bas, plein de biais comme ça. Et en fait, on se rend compte qu'en fonction, encore une fois, de notre grand cycle économique, on fluctue entre deux grosses émotions. La cupidité, forcément dans les périodes d'expansion, et la peur dans les périodes de récession. C'est un peu comme les moutons. Non, les pigeons, pardon. Les pigeons, je sais pas si vous savez, mais ils ont que deux émotions. Ils ont émotion, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Et ensuite, ils ont émotion, danger. C'est pour ça que quand vous avez un pigeon, quand vous leur courez dessus, il est chill, il est chill, il est chill, oh putain, danger, il se barre, et après, il est chill, il est chill. Il n'y a que deux émotions. Et c'est exactement pareil avec nous. Parce qu'on est un peu tous des pigeons, et on a deux émotions qui sont cupidité et peur. Et la conséquence de ça, c'est que la cupidité et la peur, elles se relient dans un élément
qui est ce qui construit l'entièreté de ces cycles psychologiques, qui est le risque. Où au final, on va avoir une sorte de cycle inversé, je vais reprendre mon autre stylo, entre le cycle économique et les périodes dans lesquelles on est, et l'aversion au risque. Où vous voyez qu'on va avoir un truc comme ça, qui est, quand on est tout en haut, les gens vont prendre énormément de risques, donc une tolérance extrêmement haute. Ok, je peux investir dans cette active, dans cette startup, machin. Et quand on est en bas, bon, je l'ai hyper mal fait, mais vous avez compris, non, je l'ai pas si mal fait. Quand on est en bas, je vais mettre ça ici, on va avoir une aversion. Ah si, je l'ai hyper mal fait. On va avoir, allez, je me mets là. On va avoir une aversion au risque. Donc les gens vont être plus réticents à prendre des risques parce que ils vont se rendre compte qu'on est dans un schéma économique qui est mauvais pour eux. Et donc on a un système où les parties les plus prometteuses des cycles fondamentaux, comme par exemple la croissance économique, les profits élevés, l'accès au crédit, ça va alimenter la cupidité des gens. On va arriver là, ok, on peut faire des prêts, ok, il y a une baisse des taux, ok, il y a plus de liquidité, ok, les prix montent donc j'achète, ok, mon voisin en a acheté, cupidité, exactement comme dans la crise de 2008 par exemple, si vous avez vu The Big Short, excellent film. Et donc, à ce moment-là, on va avoir une cupidité et donc une tolérance au risque qui est parfaitement inversée avec ce qu'elle devrait concrètement être. Parce que si je vous montre cette charte-là, je vous dis, est-ce que là, t'aurais peur d'acheter ? Vous allez me dire, bah bien sûr. Et donc vous auriez une tolérance au risque qui est extrêmement faible. Vous auriez une aversion au risque à ce moment-là, parce que vous allez dire, bah oui, mais on va se manger cette redescente-là. Sauf que la plupart des gens, vu que c'est pas si mécanique, quand on est dans cette zone-là, il y a eu toute l'euphorie d'ici, et donc ils ont une tolérance au risque qui est inversée, qui est énorme. Et idem de l'autre côté, voilà, ça devient un dessin de maternelle, hein, vraiment, idem de l'autre côté, ou si je vous dis, ok, mais là, si tu achètes là, est-ce que le risque il est élevé ? Vous me dites, bah non. Sauf qu'en finance comportementale, les gens vont avoir une aversion au risque parce qu'on a cet effet de bulle spéculative où ce qui fait que descendre, on a l'impression qu'au final, ça ne remontera jamais. Un peu comme le bear market avec les cryptos. Je fais souvent des parallèles crypto parce que je pense que vous êtes beaucoup à être un public qui m'a connu avec la crypto. Et donc, on a une oscillation inversée du risque par rapport au cycle économique à cause de tout ça. La question qu'on peut se poser, c'est ok, mais concrètement là, si là, tout le monde achète, là il y a de l'euphorie, euphorie, tout le monde fait que d'acheter sans penser que ça descendra jamais. Pourquoi est-ce que ça descend ? Et idem ici, si là tout le monde vend, n'achète pas, pourquoi est-ce que ça descendrait pas ici et ça ferait pas que de monter à l'infini ? Bah, la vraie réponse de ça, c'est que dans ces zones-là, on a souvent des groupes d'investisseurs un petit peu plus rationnels, un petit peu plus malins, qui vont tirer les ficelles et qui vont changer les tendances. La fameuse smart money, qui eux sont beaucoup plus, alors beaucoup je sais pas, mais qui en tout cas ont des indicateurs et des notions un peu plus rationnelles que nous, et donc qui à ce moment-là vont avoir une gestion du risque un peu plus safe, même si pas tant que ça, mais ça dépend pour qui vont prendre des profits. Et donc on va avoir un peu l'effet du manège où vous savez quand on monte, c'est hyper doux, et quand on arrive là, bah ça met doucement. Ça descend doucement, et après, c'est la folie. Et ça va être exactement pareil. C'est qu'au début, tout va descendre tout doucement, donc les gens malins auront le temps de prendre des profits, mais par contre, au moment où ça descend, et c'est le principe d'une bulle spéculative, c'est que c'est la folie, c'est terminé, ça ne fera que de redescendre, ça ne remontera jamais. Et idem ici, on va avoir cette sensation que ça ne remontera jamais, des gens vont accumuler, ça va remonter, etc. Et donc au final, on se rend compte que les investisseurs sont opposés au risque à chaque fois, parce que concrètement, quand ça redescend, le risque est plus faible, mais la peur domine. Et c'est exactement la même chose à l'inverse. Donc concrètement, comment on fait pour se protéger de tout ça ? Comment on fait pour être le mec qui vend au top de cycle et qui rachète en bas du cycle ? Bah déjà, il faut être au courant de l'existence de ces cycles. C'est pour ça que le livre est hyper intéressant, je vous mets dans la description. Je vais vous mettre un petit lien affilié à Amazon, là j'ai jamais fait ça, mais allez l'acheter. Et il faut aussi comprendre le mécanisme
et surveiller à la fois les aspects techniques et les aspects émotionnels. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut faire l'ensemble du marché, qu'il faut faire l'inverse du marché, pardon. Là, je tourne ce podcast, on est le 29 janvier 2025. Il s'est passé quelques petites redescentes. Il y a eu l'IA chinoise qui est arrivée. Il y a eu Trump qui a dit qu'il allait faire monter les cryptos, mais au final, ça monte pas. Et du coup, tout le monde est en train de paniquer absolument. Et là, on est dans un cycle où on se rend compte que qui rachète? Les gens un peu plus malins, qui au final utilisent la peur pour racheter, et qui vont faire des gros profits parce que au bout d'un moment ça va remonter parce qu'on est à l'inverse de ce qui se passe. Donc globalement, il faut aussi penser long terme. Il faut réussir à couper le bruit et il faut réussir à comprendre un petit peu ces cycles psychologiques et ces cycles du crédit économique et des bénéfices pour comprendre la mécanique et comment ça se passe. Mais la meilleure protection qui existe pour se protéger contre ça, c'est deux choses. Le fondamental, si vous investissez dans un secteur, si vous investissez dans un actif, il faut que fondamentalement, ça soit une bonne raison. Les crypto-monnaies, Bitcoin, il y a une bonne raison. Et Nvidia, il y a une bonne raison. Apple, il y a une bonne raison, techniquement. Et par contre, il faut aussi penser long terme, parce que de manière... si on pense sur 10, 20, 30 ans, on aura le temps d'avoir plusieurs fluctuations économiques, donc on aura lissé ces fluctuations, peu importe où on s'est placé, mais par contre, on aura de la liquidité qui est injectée, et donc il y a de fortes chances que nos actifs soient montés. Les fondamentaux, le long terme, couper le bruit, comprendre les cycles économiques. Merci beaucoup, ciao les potes.